Le 20 août 2025, à exactement 9h15 du matin, un gigantesque train de marchandises russe transportant du carburant composé de 30 wagons se dirigeait vers la Crimée. Pendant ce temps, les routes terrestres étaient continuellement attaquées et les voies maritimes étaient semées d'embûches. Ainsi, la voie ferrée était devenue la ligne vitale presque unique pour le transport de carburant. Pour la Russie, c'était une voie incontournable, sans alternative. Le train devait obligatoirement passer par ce tronçon où aucune issue de secours n'existait. Alors, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à empêcher cette livraison de carburant d'atteindre le champ de bataille? Ont-ils réussi à l'intercepter ou le train a-t-il traversé sans encombre? Avant de répondre à ces questions, dites-moi quel pays soutenez-vous dans ce conflit? Si vous soutenez l'Ukraine, écrivez le chiffre 9 dans les commentaires. Si vous soutenez la Russie, écrivez le chiffre 1. Maintenant, plongeons dans le cœur de ce conflit. Les conducteurs du train pensant effectuer une mission de routine ignoraient qu'ils étaient étroitement surveillés. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est embrasé, des dizaines de drones, chacun chargé d'explosifs, ont foncé sur le train. Tout cela faisait partie d'un plan minutieusement orchestré par les services de renseignement ukrainiens avec plusieurs niveaux de pièges. Bien que la zone ait une visibilité limitée, un désavantage pour les drones, la capacité de concentration des signaux a donné l'avantage aux assaillants. Le réseau de renseignement ukrainien a élaboré une stratégie combinant des données provenant d'images satellites optiques, d'images thermiques, de dispositifs d'écoute et de réflexion de signaux électroniques. Ils ont également intégré des données commerciales à longue portée pour garantir une précision absolue. Les mesures de brouillage et de camouflage russes ont été rapidement neutralisées. Le trafic GSM à la gare était surveillé, les données de mesure des locomotives ont été interceptées. Le moment exact où le train passait a été déterminé grâce au renseignement de signaux combinés à des fuites de plans logistiques. La vitesse du train a été estimée et le point d'intersection marqué. À ce stade, les drones ont été déployés dans une formation à 3 branches. La première branche guidait et verrouillait la cible. La deuxième frappait directement, infligeant des dégâts massifs. La troisième maintenait le signal, coupait les voies de retraite et sabotait les systèmes de défense. Les drones utilisés étaient des Malyuk, des modèles kamikazes améliorés, capables de résister à des températures élevées avec une portée de 210 km. Leur système de guidage combinait LONASS et GPS. Une explosion de carburant devient une source de destruction massive. L'Ukraine appelle cela une attaque par auto-ignition de la cible. Le drone n'est que l'étincelle. La dévastation vient du carburant de l'ennemi. Ce n'était donc pas une simple frappe par la force brute, mais une réaction en chaîne de destruction. Le moment de l'attaque a été calculé en fonction de la densité quotidienne des trains. Le matin du 19 août, le planning indiquait seulement 2 trains sur ce tronçon. L'un d'eux était ce gigantesque train de carburant tombé dans le piège. Le premier convoi, un train de marchandises civiles, avait probablement quitté la voie à l'aube. Le second, bien plus critique, était le train de carburant cible principal de l'attaque. Ce train parti du centre de contrôle de Tokmak transportait une énorme cargaison inflammable. Sa destination était le sud vers Urozhny. Le train comprenait 30 wagons, chacun transportant en moyenne 5 tonnes de carburant liquide, soit environ 150 tonnes de substances explosives au total. Les 6 premiers wagons contenaient du carburant d'aviation, les 12 suivantes du diesel et les 12 dernières du carburant industriel mélangé. La locomotive, une diesel TE33A de catégorie lourde, pouvait atteindre 100 km/h équipée d'un moteur à 12 cylindres développant 300 chevaux. Ainsi, ce train ne transportait pas seulement du carburant, il portait également une énergie cinétique colossale. Les opérateurs ukrainiens de drones ont choisi le moment précis où le train entrait dans un tronçon ferroviaire étroit, difficile d'accès et vulnérable. Le premier drone Malyuk V2 a plongé directement sur le wagon NDRYK-14 transportant du diesel. L'explosion a touché le bas du wagon, la pression interne a enflammé les vapeurs de carburant, transformant le liquide en une flamme dévorante. 7 secondes plus tard, le wagon NDG-13 contenant du carburant d'aviation a explosé, déclenchant une chaîne de destruction terrifiante. La deuxième vague d'attaque a ciblé les wagons NDG-16 et 17 à l'arrière du train. L'explosion a créé une onde de choc massive, la chaleur a grimpé en flèche, scindant le train en deux. Les 13 wagons avant ont déraillé éparpillés, incapables de continuer. Les 17 wagons arrière restaient sur les rails mais brûlaient intensément, la chaleur extrême
faisant craquer les traverses en béton. Lorsque les rails d'acier ont dépassé 620 degrés, ils ont perdu leur résistance, se tordant et se brisant. La troisième vague a ciblé le wagon Indigo 4 contenant également du carburant d'aviation. À ce moment, la locomotive a été violemment déviée, ses roues ont quitté les rails et le compartiment moteur s'est déformé sous la pression. L'attaque entière du premier impact à la fin a duré 6 minutes et 48 secondes. Au total, 7 drones ont été déployés, chacun touchant sa cible avec une précision maximale, causant des dégâts optimaux. Le tronçon ferroviaire détruit mesurait 312 mètres. Les forces armées ukrainiennes ont ensuite publié un communiqué officiel confirmant l'incident. L'après-midi même, les médias internationaux ont diffusé une vidéo montrant une boule de feu géante, des rails tordus et des wagons dévastés. Dans les 90 premières secondes après la fin de l'attaque, il ne restait qu'une mer de flammes et une épaisse fumée noire recouvrant la voie ferrée. Selon les données d'identification visuelle, une colonne de feu de 27 mètres de haut s'est élevée rougeoyante dans le ciel. Les flammes se sont propagées rapidement, alimentées par la chaleur extrême et les vapeurs de carburant des wagons diesel. En 3 minutes, l'incendie s'est étendu sur plus de 200 mètres de rails, transformant la voie en un brasier. Environ 40% des rails en acier ont été déformés. La chaleur radiative intense a enflammé l'herbe sèche autour, formant un tapis rougeoyant. La densité des vapeurs de carburant a créé des colonnes de feu verticales coulant comme des cascades enflammées. Cet effet d'explosion a non seulement généré des ondes de choc, mais les a canalisées, concentrant la destruction sur les rails plutôt que sur les structures environnantes. Les drones ont continué à fonctionner après l'attaque. Les Malyuk V2 programmés pour des frappes suicides étaient également équipés pour collecter des données post-explosion. Chaque drone portait une caméra thermique à faible résolution à l'avant, transmettant des cartes thermiques au centre de commandement. Cela permettait de déterminer si d'autres wagons devaient être ciblés. Aucun plan pour une seconde vague d'attaques n'était prévu. Ainsi, après avoir transmis les données, les drones ont activé leur protocole d'autodestruction. Pendant l'opération, l'intensité des signaux RF dans la zone a grimpé de manière anormale. Les données de communication avant et après l'explosion montrent une interruption totale des communications russes pendant les 10 premières minutes. Le premier contact entre l'unité de protection du train et le quartier général logistique à Tokmak n'a été rétabli qu'après 12 minutes. Pendant ce temps, aucune donnée n'a été transmise depuis le site. La cause principale était l'interférence des fréquences électromagnétiques causées par les drones. Cette attaque n'était donc pas seulement une destruction physique, mais aussi une frappe contre le flux d'informations. Près de 30 minutes plus tard, les pompiers ont pu approcher le site. Les 2 premiers camions de pompiers de Tokmak ont dû s'arrêter à 1 kilomètre du brasier en raison de la chaleur extrême. Seuls des véhicules de lutte contre l'incendie militaire dotés de blindages spéciaux ont pu pénétrer la zone chaude, mais ils n'y sont arrivés qu'une heure plus tard. À ce moment, tous les wagons de diesel et de carburant d'aviation étaient entièrement consumés. L'incendie principal a duré 1 heure et 55 minutes avant de commencer à faiblir, mais 6 incendies secondaires ont été signalés à différents endroits. Causés par des débris inflammables projetés par l'explosion et non directement par les drones, les premières images du site montraient une scène apocalyptique, des rails rougis tordus, en forme de U, une fumée noire tourbillonnante et un sol fissuré par la chaleur. La résistance à la traction des rails, généralement de 550 à 620 mmP, diminue de 40% au-delà de 750 degrés. L'analyse du site a montré que cette température avait été largement dépassée, rendant nécessaire le remplacement complet du tronçon ferroviaire. Au moins 400 mètres de rails ont été rendus inutilisables en raison des dégâts structurels. Remplacer les rails et les traverses ne suffisait pas. La ligne Tokmak-Urodine, construite avec un système à double voie sur une fondation en béton massif, exigeait une réfection complète. Les données indiquent un affaissement du sol de 12% dû au choc thermique, posant un risque à long terme pour le transport de marchandises. De plus, la plupart des signaux de la zone ont fondu dans l'incendie. L'installation d'un nouveau système de signalisation nécessiterait au moins 4 jours de travail continu, voire plus. Pendant ce temps, la ligne logistique ferroviaire russe vers la Crimée était totalement paralysée. La seule alternative, le transport routier léger, ne couvrait que 17% des besoins logistiques quotidiens. Cela a provoqué une crise logistique majeure. Chars artillerie et unités de première ligne manquaient de carburant et de munitions. 12 heures après l'attaque, le commandement militaire russe a convoqué une réunion d'urgence.
Initialement, ils ont cru à un sabotage local, mais les images satellites et les vidéos virales sur les réseaux sociaux ont révélé la vérité, une attaque directe par drone, avec une précision démontrant une opération télécommandée sophistiquée. La voie ferrée a été totalement fermée. La ligne Tokmak-Uralgie, seule connexion ferroviaire entre la Crimée et le continent, voyait passer en moyenne 4 trains logistiques par jour transportant chacun 900 tonnes de marchandises, soit 300-600 tonnes au total. Sa fermeture a immédiatement affecté 7 centres logistiques en Crimée et sur le front sud, dépendant du rail pour les munitions, le carburant et l'eau. Les alternatives de transport étaient insuffisantes et risquées, les routes ne pouvaient transporter de chars lourds, et la mer était bloquée par des attaques de drones navals ukrainiens. Résultat, l'armée russe a subi un goulot d'étranglement logistique pendant au moins 72 heures. Cette interruption a directement affecté l'approvisionnement en carburant et munitions pour l'artillerie, ainsi que le transport de chars et de véhicules blindés. Certains bataillons ont dû annuler leur déplacement prévu le 20 août, ralentissant le rythme des opérations. Le train transportait environ 150 tonnes de carburant suffisant pour une division mécanisée pendant 3 à 5 jours, une perte colossale en temps de guerre. Parmi ces carburants, le GP-8 destiné aux aérodromes de campagne russes était crucial. Chaque drone Malyuk V2 coûtait environ 38 000 USD, soit un total de 266 000 USD pour les 7 utilisés. La valeur marchande du carburant détruit était estimée à 2,5 millions USD, mais les pertes logistiques réelles étaient bien plus élevées. Un wagon de GP-8 pouvait alimenter environ 18 vols d'hélicoptères. La perte de ces wagons équivalait à l'annulation de plus de 100 missions aériennes, affaiblissant le soutien au sol de l'infanterie russe. La destruction des rails nécessitant au moins 6 jours de réparation a empêché tout passage de trains logistiques. L'Ukraine a profité de cette fenêtre pour lancer une deuxième phase d'attaque ciblant les convois routiers au nord de la Crimée. Ainsi, cette opération n'a pas seulement détruit un train, mais a perturbé toute la chaîne logistique, provoquant un effet domino de ralentissement. La Russie a renforcé sa défense anti-aérienne, mais les Malyuk V2, avec leurs algorithmes de navigation dynamique et leur vol à moins de 40 mètres, étaient presque indétectables par radar. Après l'attaque, la Russie a tenté des solutions temporaires comme le transport par camions skiternes camouflés, mais celles-ci étaient lentes et inefficaces. L'Ukraine n'a pas publié les données des drones, signalant que la ligne pourrait être réutilisée par la Russie, laissant entendre que de futures attaques similaires étaient possibles. La Russie a annoncé la construction de 17 nouveaux postes radar le long de la voie, mais leur mise en place prendra des mois, laissant chaque train vulnérable d'ici là. Abonnez-vous à la chaîne JNMiga pour ne pas manquer nos vidéos captivantes. Dans les cercles militaires, cette attaque est un exemple de guerre asymétrique moderne où une opération à faible coût produit un impact maximal. La Russie devra désormais mobiliser plus de personnel d'escorte et de temps pour chaque train logistique, gaspillant des ressources et réduisant son efficacité. L'Ukraine, quant à elle, démontre sa capacité à frapper des cibles stratégiques avec des drones défiant la logique de la guerre traditionnelle. La voie ferrée, symbole de la logistique, est devenue un champ de bataille brûlant. Le carburant destiné à alimenter la guerre s'est transformé en arme de destruction contre son propre camp. En combinant contrôle de l'information et puissance de feu, l'Ukraine a infligé à la Russie une défaite non seulement sur le front, mais aussi sur les plans stratégiques et psychologiques. Cette opération montre que l'Ukraine peut prendre l'avantage non seulement dans les tranchées boueuses, mais aussi sur le front logistique, colonne vertébrale de la guerre moderne. Alors, selon vous, comment ces attaques précises et audacieuses redéfiniront-elles l'avenir de la guerre traditionnelle entre la Russie et l'Ukraine? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour suivre nos dernières analyses. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Ten.